J'ai envie de tout de suite rebondir sur ce que vient de dire Laetitia. Ce qu'on vient de dire, vraiment, mais oui, tout ça, enfin, beaucoup de choses ont été, toutes ces choses, tout ce que vous avez mentionné, etc., on a travaillé tout ça il y a une dizaine d'années, enfin, je veux dire, et même mis en place tout un travail de marquage, de travail avec... il y a tout un plan qui a déjà été mis en place, hein, je veux dire, pour le site Manche, qui était vraiment très très abouti déjà. Bon, voilà, je veux dire, on a cherché avec toutes les communautés avoisinantes, avec des écoles, avec tout un projet qui était propre au site de la Manche. Du marquage, mais aussi d'une biennale d'art qui aurait pu se constituer là-bas, puisque c'est une belle plateforme. C'est une magnifique plateforme dans l'espace. C'est un lieu qui aurait pu intéresser des acteurs de la région, puisque quand même Caen, Cherbourg a des écoles d'art, etc. Je dirais. C'était là, et puis finalement, on n'a pas pu le faire, quoi. C'est pour ça, et ça vraiment, il y avait une recherche vraiment de l'histoire, de l'historique, etc. De comment la construction, d'ailleurs on peut y aller, on voit comment le site a été construit, etc. On sait pourquoi, il y a une identification des déchets, enfin tout est bien, il y a une mémoire vraiment, là, vraiment qui a été de documents, etc. Et donc voilà, si on veut commencer à mettre en place des projets sur le terrain, et on peut, pourquoi pas, je ne sais pas, parfois je me demande pourquoi on ne les met pas en place. Moi j'avais effectivement envie de rebondir sur la question du trésor. Parce que, mais en fait ça fait le lien avec ça porte un certain nombre d'échos d'interventions qui ont été faites, parce que en fait ce trésor il est à la fois métaphorique et réel si on le projette dans le futur. Parce que, bon, alors, métaphorique, parce que ça renvoie une dimension un peu magique. Et on peut très bien imaginer que plus tard, mais même maintenant, finalement, auto-réflexivement, il y a une dimension magique à cette question des déchets nucléaires, parce que elle est on peut dire, elle est abordée par le biais de la science et d'une maîtrise, on peut dire, de l'inconnu. Mais cette maîtrise de l'inconnu, en même temps, l'inconnu résiste à la maîtrise, et que effectivement, comme il est dit dans Into Eternity, on a allumé un feu qui, lui, ne peut pas s'éteindre. Alors, la question du trésor, elle est évidemment, elle recèle quelque chose de magique, et puis de caché aussi, évidemment. Le trésor n'est pas à portée de tout le monde, sinon il n'est pas un trésor, mais aussi qui pourrait très bien être réel, puisqu'on peut très bien imaginer que plus tard, ces déchets enfouis recèlent de manière plus ou moins rationnelle aussi une grande richesse symbolique, mais qui puisse être aussi, on peut dire, un enjeu d'appropriation. Et on ne peut pas imaginer ce que dans 10 000 ans ou 100 000 ans, cette signification, quelle signification ces déchets pourraient concentrer. Et alors évidemment, ça fait penser aussi à la question des marqueurs, parce qu'on appelle les marqueurs, mais qui sont aussi des stèles, d'une certaine manière, qui pourraient être des stèles. Et la stèle elle-même est investie d'un pouvoir magique. Il pourrait très bien être ritualisé et être aussi des monuments du futur qui eux-mêmes sont porteurs d'une dimension inconnue. Parce que la catastrophe, quelle qu'elle soit, si elle est l'enjeu de légendes, de récits et de transmission, c'est bien qu'à l'intérieur de tous ces outils qui sont... La narration en est le premier des outils de maîtrise. La narration, c'est un outil de maîtrise du réel. C'est une façon de maîtriser le réel, ou de se dire qu'on maîtrise le réel, mais c'est bien aussi parce qu'à l'intérieur de cette maîtrise du réel résiste quelque chose, un noyau qui est de l'ordre du hors-champ,
Là, on est dedans, mais il y a aussi un hors-champ, hein. Évidemment, il y a toujours un hors-champ et quelque chose qui est du côté de l'oubli, qui est du côté du non-savoir. Parce que l'oubli, c'est pas forcément ce qu'on a oublié, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Donc, il y a cette dimension de... Ce que je veux dire, c'est qu'on est... et c'est intéressant parce que on peut très bien envisager presque l'enjeu de cette rencontre comme une expérience limite entre la connaissance et les outils les plus scientifiques possibles qu'on peut mettre en œuvre pour construire une mémoire qui serait une mémoire pacifique et positive. Mais on peut aussi, et ça fait écho à cette question du conflit, hein, considérer que au-delà même de cette volonté de ne pas faire du mal, ou de ne pas faire mal, et de ne pas commettre des... Il y a quelque chose qui est quand même en dialectique, mais une dialectique qui, elle, ne se résoudrait pas dans on peut dire, une philosophie hegelienne, mais qui resterait toujours ouverte, une dialectique entre ce qu'on essaie de maîtriser et puis l'inconnu, entre le rationnel, et on est dans une société qui déploie et qui, quelquefois, se complaît même dans la rationalité instrumentale, mais aussi ce qui lui échappe aussi, donc quelque chose qui va être du côté de l'inconnu, ou du côté de la magie, ou du côté même de ce que notre tendance à vouloir, ou notre presque compulsivement à se réfugier sur de la magie, ou sur quelque chose qui serait de l'ordre d'un trésor. Et ça me fait penser à ce que Stigler, justement, dans ce recueil, où se trouve aussi auquel a collaboré Denis Péchanski et Francis Eustache. Il disait, voilà, d'un côté il y a le devenir, c'est l'entropie, sauf que cette entropie ici, en ce qui concerne les déchets, c'est quand même bien nous et pas des facteurs extra-humains qui en sont, on peut dire, les incitateurs ou les déclencheurs. Et puis il y a la négantropie qui tâcherait de rationaliser la mémoire, et serait du côté de la négantropie. Ceci dit, la mémoire, elle est en même temps, elle est sur les deux faces, quoi. Sur une façon de réguler les risques, mais en même temps, dans la mesure où elle participe de l'humain, elle contient aussi potentiellement une source de danger. N'hésitez pas à parler. Vas-y. D'accord. Je voudrais juste revenir sur la notion de trésor. Cela peut paraître provocateur, mais parce que nous, dans notre système de valeurs, pour nous, trésor, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la richesse et tout. Mais le concept de trésor, il varie selon les valeurs de chaque culture. Il y a une époque où le trésor, c'était l'eau. Parce que les valeurs, c'était des sociétés de paysans, donc dire trésor, on ne sait pas quelles seront les valeurs d'une société future. Donc c'est pas forcément provocateur. Ça l'est peut-être, mais il faudra voir quelles sont les valeurs qu'il y aura d'ici un certain nombre d'années. Voilà. Et concernant les récits, c'était un peu une question que je voulais poser également. La difficulté, vous parliez tout à l'heure de représentation sélective du passé à propos de la mémoire collective, mais quand on travaille sur le passé, c'est un vrai problème parce qu'on n'a rien d'autre que les récits. Donc c'est un vrai... je donne juste un exemple. Pendant des années, je pense que tout le monde a entendu parler de la bataille de Kadesh, on était vraiment persuadés que c'était les Égyptiens qui avaient gagné, parce qu'on n'avait que le récit, que le point de vue égyptien. Bon, après, on a découvert des textes de l'ennemi, des Hittites, et du coup, on s'est rendu compte que c'était un match nul. Donc c'est vrai que nous, face au récit, on n'a pas accès, quand on travaille sur le passé, on n'a pas accès à autre chose qu'à des récits. Et je considère les monuments, tout ça comme des récits. On n'a pas accès au réel, hein. Brut, absolument pas. Mais maintenant, ici, il s'agit de sites qui se trouvent partout dans le monde. Enfin, les centrales nucléaires, le nucléaire ne se trouve pas qu'en France ni en Europe. Il se trouve aussi en Asie, il se trouve aux États-Unis, il se trouve en Russie, il se trouve partout. Et bientôt, il y en aura dans les Émirats, il y en aura. Je veux dire que au niveau de la transmission de la mémoire, enfin, du travail qu'il faudra faire, comme il y a des sites un peu partout, je veux dire, c'est mondial.
faut travailler ensemble. Je veux dire, déjà, il y a des pays qui, ok, veulent bien. Et je pense qu'aussi, le travail de mémoire se fera différemment, on se travaillera différemment, puisqu'il y a des pays qui imposent, d'autres qui permettent la discussion, d'autres qui prendront le temps de réfléchir à une mémoire, comme on fait ici. Il y a des pays pas du tout. Alors que ça restera tout aussi dangereux. Je veux dire, là, il faut vraiment se poser la question, enfin, savoir, tout simplement qu'en fait, il faut travailler ensemble. Si on veut travailler sur une culture du nucléaire, enfin, pour moi, c'est une des choses à mettre à travailler, à étudier dès qu'on peut, parce que ça permettra d'y voir clair. Mais toujours, je respecte tout à fait les travaux des uns et des autres qui ont fait... sur l'histoire, mais franchement, c'était... Puisqu'on parle d'histoire, on y va, mais je trouve que, pour être un peu provocateur, mais qu'il y a un certain nombre de stratégies discursives et puis aussi pragmatiques qui sont là pour évacuer un certain nombre d'obstacles majeurs auxquels on est confronté dans ces questions-là, et que nous on rencontre évidemment comme historiens systématique, en particulier depuis la fin des ce qu'on appelle pompeusement les modèles nomologiques, donc fondés sur la loi, les lois en histoire. En gros, structuralisme et marxisme pour aller très vite. Mais si on doit prendre en compte l'irréductibilité de l'événement, tous les schémas que je viens d'entendre dans ce que tu as évoqué par exemple, voilà, l'irréductibilité de l'événement fait qu'il y a des... On le voit bien dans tous autres domaines dont la vie politique française, on voit bien qu'il y a des événements qui surgissent qu'on ne pouvait pas anticiper, ou en tout cas ça renvoie à autre chose qui est la pluralité des possibles. Et je crois que ça a été évoqué dans une des interventions sur la question du possible. Moi j'insiste là-dessus, sur la mémoire des futurs passés. Je pense qu'il y a possibilité d'envisager tous les possibles et de réfléchir en fonction de cette pluralité-là. Et puis, moi je reviendrai sur ce qui pour moi est au cœur de la démarche de l'historien dans son rapport à la vérité, puisque ça a été évoqué à 2-3 reprises, indirectement, mais que ça me semble une question clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vérité en histoire, il n'y a pas plusieurs vérités, il y a plusieurs lectures vraies des traces laissées par le passé en fonction des questions qu'on pose. Et qu'à l'origine, on a toujours le questionnement. Et qu'effectivement, si aujourd'hui, c'est là où, alors, vous évoquez des réflexions à échéance quand même les uns les autres de quelques dizaines de milliers d'années, mais même à 30 ans, bêtement, hein, on va prendre un truc tout simple. Bon. Si je vais prendre une anecdote, j'ai été à un moment donné dans ce qu'on appelait la commission du tri des archives de France. Qu'est-ce qu'on trie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas des archives, quoi, parce que c'est tellement massif. Évidemment, il y a toujours du tri. Et donc on se tourne vers l'historien, et alors l'historien, qu'est-ce qu'il veut garder? Je dis, mais il ne faut surtout pas demander à l'historien. Parce que si jamais on me demande à moi ce qu'on doit garder, c'est évidemment en fonction des questions que je me pose aujourd'hui. Puis dans 30 ans, il y a un Gugus qui va dire, mais qui c'est qui m'a supprimé ces archives-là, qui m'empêche de répondre à la question que je me pose? Oui, Péchanski, il s'est même pas posé la question que je me pose. Bon, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à travailler sur des périodes anciennes, même quelquefois sur les mêmes textes, et pas quelquefois, souvent sur les mêmes textes, et qu'on cherche par nos propres questionnements des réponses différentes. Donc ce rapport à la vérité, bon, semble important. Et puis la question pour terminer, de l'événement et la représentation de l'événement. Pour rebondir à la question que vous posiez tout à l'heure, dans votre dernière intervention, sur le fait que finalement, enfin vos deux interventions, sur le fait que on s'intéresse de plus en plus, non pas à l'événement tel qu'on a pu le reconstituer par nos démarches d'historiens, qu'à la représentation de l'événement, puisque évidemment
la représentation de l'événement prend statut d'événement puisqu'il intervient sur le réel et c'est lui qui intervient sur le... C'est elle qui intervient sur le réel. Le masculin n'est pas par hasard, c'est qu'il prend statut d'événement. C'est-à-dire que, évidemment, dans le processus décisionnel, il y a ce qui s'est passé pour expliquer pourquoi, à un moment donné, on prend une décision, sauf que cette décision-là n'est pas fonction de l'événement lui-même, mais de la perception qu'on en a, de la représentation qu'on en a, de la construction qu'on en a. Alors évidemment, comme vous le disiez très bien, on a montré que historiquement, il y a toute une série de choses totalement fausses, sauf que ce sont ces choses fausses qui ont construit la vérité du témoin. Donc voilà, ça rend l'affaire difficile. Puis, petite chose, personnellement, je ne me fixerai pas comme objectif absolu de m'appuyer sur la ZAD pour construire une mémoire. Vous voyez, à titre tout à fait personnel, j'ai l'impression qu'il y a des logiques derrière les ZAD qui ne sont pas forcément uniquement des logiques de ce type-là. Je pense qu'elles participent plutôt à des logiques militantes d'un autre ordre et que la construction sympathique d'une mémoire collective d'un événement majeur. Enfin, on va les mettre dedans, sinon après on va avoir des ennuis. Voilà, on ne pourra pas publier ce que je dis, bien sûr. Sinon, non, mais il faut un ensemble. Hein. Bon, pour réagir peut-être à ce que disait Denis, moi je pense aussi que ce qui m'a frappé dans la discussion, mais enfin, c'est le jeu aussi de la table ronde, il y a des choses justement auxquelles on n'avait pas pensé avant. C'est que finalement la notion de futur est construite de manière très linéaire, c'est-à-dire on a court terme, moyen terme, long terme. Donc on voit une ligne du futur comme ça. Alors que cette idée de possible suppose déjà quelque chose de plus complexe, et on pourrait même se dire, on pourrait même parler de mémoire au conditionnel en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si. C'est aussi un rapport qui est dans un temps à venir, mais qui n'a pas cette certitude entre guillemets du futur, parce que là il y a une condition qui est posée, et donc il peut y avoir une multiplicité de conditions, et on peut aussi penser qu'il y a une sorte de virtualité d'une catastrophe possible qui peut venir trouer la ligne d'un futur qui serait établi. Donc je pense aussi que ça invite à pluraliser, pour moi, comme on parlait tout à l'heure d'emboîtement du passé, je pense qu'il y a des emboîtements du futur, des emboîtements du conditionnel qui sont aussi à jouer. Et par ailleurs, je pense aussi que la notion de récit, qui est évidemment incontournable, mais si on substitue des termes comme scénarisation, par exemple, on rentre dans une autre logique. C'est-à-dire, est-ce qu'on scénarise le futur, mais ce n'est pas... Alors, c'est une logique narrative, on est d'accord, mais l'usage n'est pas du tout le même. Et la portée identificatoire d'un scénario n'est pas celle non plus d'un récit qui est véhiculé par une mémoire collective. Donc je pense qu'il y a là aussi pour moi un enjeu, c'est-à-dire comment finalement, enfin c'est ce que Laetitia disait, comment ça s'implante aussi dans un système de valeurs et que ce ne soit pas purement un scénario ou un script pour dégager simplement une suite d'actions futures selon un schéma somme toute très, très linéaire. Oui, moi sur la question donc, qui consiste à transmettre la mémoire d'un lieu dangereux, je crois qu'au contraire, il peut être utile d'intégrer le fait qu'à un moment donné, on a considéré qu'il y avait des oppositions dans cette zone parce qu'on considérait que le projet était dangereux. Sinon, comment comprendre que ce projet a pu être considéré un jour comme dangereux si personne ne s'y opposait? Enfin, voilà, l'opposition au contraire fait preuve, et la mémoire de ces oppositions peut, le témoignage et le conflit. Elle ne fait pas preuve, elle fait témoignage. Elle fait témoignage, d'accord, mais en tout cas elle peut être utile et elle n'est pas forcément évacuée ou décrédibilisée parce qu'elle est militante, me semble-t-il. L'autre question, c'est celle des différentes temporalités, et là peut-être une question un peu plus précise sur, vous parlez de court terme, de moyen terme et de long terme, mais il semble que ces différentes temporalités ne concernent pas tous les sites qui existent aujourd'hui. Et donc même la question qu'on se pose d'une mémoire du futur à très très long terme, ça concerne seulement les déchets à longue vie qui se trouvent pas, si je ne me trompe pas, aujourd'hui dans les sites qui existent. Oui. Si. Voilà. Je peux répondre. Oui, tout à fait. Oui, ces notions de court terme, moyen terme et long terme, elles ont été donc développées dans le cadre du projet RKM que citait Laetitia, donc le projet
sous l'égide de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE. Et elle s'était focalisée sur le stockage en profondeur, donc, Ah, d'accord. sur les déchets de haute activité plutôt, et agricoles. Bon, ici, on n'a pas ce genre de raisonnement pour les déchets qui sont stockés en surface, qui sont de faible activité. Parce qu'il y a sans doute moins le besoin effectivement de développer ça. D'accord, parce que je m'interrogeais en fait sur ce trésor et je pensais à tous les objets et à l'idée d'une archéologie de tous les objets par exemple médicaux irradiés qui pourraient être extrêmement intéressants, enfin, comme aujourd'hui on peut faire des recherches dans des décharges dans des sites de déchets et qui nous donnent des renseignements, mais du coup c'est le type de déchets qui serait dans les centres d'enfouissement ou pas nécessairement? Le médical génère des déchets radioactifs, tout à fait. Ouais. En règle générale, c'est une radioactivité à vie courte. D'accord. Donc déjà, la simple gestion au sein de l'hôpital permet de faire décroître une grande partie de la radioactivité. Il peut en rester, mais c'est la vie courte pour l'essentiel. Par rapport à cette notion de trésor, moi ce que je voyais comme trésor, c'est l'association entre d'un côté des objets manufacturés et bien conservés, puisqu'on fait tout pour bien les conserver en réalité. On fait tout pour les isoler de l'environnement, donc on fait tout pour bien les conserver. Et puis, donc l'association entre ces objets et toute une information, un corpus d'informations relative à ces objets. Et je fais aussi le lien avec la notion de capsule temporelle, en fait. Dans un article récent là, donc de deux anthropologues, Sophie Poirot-Delfèche et Laurence Reynaud, dans la revue Gradiva, elles ont analysé donc, le stockage de déchets radioactifs sous cet angle de capsule temporelle. Et leur propos, c'est de dire, je ne voudrais pas trop si je ne le déforme pas trop, j'espère, je parle sous leur contrôle. Leur propos, c'est de dire qu'un stockage de déchets radioactifs, c'est comme une capsule temporelle en réalité. Ça transporte dans le temps des déchets. Mais avec une différence quand même essentielle par rapport aux capsules temporelles en général. Dans les capsules temporelles, de façon générale, on transporte dans le temps des objets et on a prévu de les réouvrir à un moment donné, soit des échéances, soit régulièrement, soit à différentes échéances, et donc de transmettre une information à des générations. Là, pour le stockage de déchets radioactifs, on ne prévoit pas vraiment de le réouvrir. On n'exclut pas. On n'exclut pas que nos successeurs le décideront, mais on ne prévoit pas, et on fait tout pour qu'il n'y ait pas besoin, justement, de prévoir. Donc il y aurait, à côté de cette anti-capsule temporelle, une capsule temporelle ou des capsules temporelles qui transportent les informations. Je vous interromps, comme une question toute bête. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de réouvrir ces capsules si on trouve à un moment donné un moyen de les traiter? Ça pourrait être envisagé. C'est quand même ça qui est en perspective à terme, comme possibilité de traitement par laser. Enfin, bon, oui, ce qui est en train de bouger. On sait bien que c'est. On en a entendu parler. Mais il doit y en avoir d'autres quand même maintenant. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer maintenant, mais qui peut-être permettront de trouver une solution. Mais déjà, on ne peut pas l'exclure. Donc il y a des choses effectivement qu'on n'imagine pas maintenant. Et au regard de la technologie telle qu'on la connaît maintenant et telle qu'on peut l'anticiper sur quelques dizaines d'années, la meilleure chose à faire, c'est quand même de mettre ces déchets en profondeur. Voilà. Mais on n'exclut pas, c'est toute l'idée de la réversibilité et puis donc au-delà de la mémoire qui permettrait effectivement d'aller les chercher si on disposait d'autres moyens. On ne peut même pas exclure de trouver une solution. Non, mais c'est pas exclu. C'est ça qui est intéressant. C'est un point de réflexion ou de pensée spéculative limite, parce qu'on ne peut pas exclure de trouver une solution alors que les moyens de la connaissance ne laissent pas en prévoir. Bon. De même, par rapport à la mémoire, on est quand même aussi dans un autre type de paradoxe que celui que je voulais énoncer tout à l'heure, c'est que
on est plutôt habitué, bon, en tout cas en ce qui concerne les mémoires du passé, à ériger des lieux, des sites mémoriels desquels on va se rapprocher, et en fonction desquels, notre approchement et notre fréquentation va faire que la mémoire va s'entretenir. Alors que là, la mémoire, c'est souvenez-vous qu'il ne faut pas vous rapprocher. Mais c'est pour ça qu'il faut étudier. C'est quelque chose comme une injonction paradoxale. Oui, alors, C'est pas forcément la seule transmission. Il y a effectivement le signal d'alerte, mais il y a aussi les informations qui permettraient effectivement de ressortir les colis. Donc, oui, si on trouve une solution. Donc, l'idée, c'est de ne pas seulement transmettre un signal de danger. Oui, tout à fait. Là, je dirais, il y a toujours cette notion de curiosité humaine qui fait que qui sous-tend la question mémoire source de danger. Est-ce que la mémoire ne serait pas source de danger, puisque on va titiller la curiosité de nos descendants. Alors par rapport à cela, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que de toute façon, il nous faut transmettre la mémoire pour les prochaines décennies, voire siècles. De toute façon. Ce qui est déjà un challenge, un défi important. On s'y attache. Et à partir du moment où on met beaucoup d'efforts justement pour transmettre la mémoire sur des décennies et des siècles, ça va devenir difficile de décréter qu'à un moment donné, on va arrêter de transmettre la mémoire pour que les gens n'aient pas la curiosité ensuite d'aller chercher. Donc on ne va pas mettre un stop à un moment donné dans la transmission de la mémoire. Ça, c'est la première réponse. Une autre réponse est de dire que notre responsabilité à nous, c'est de transmettre, justement. C'est de transmettre, c'est de les mettre en capacité de prendre la décision, et puis ce sera eux qui prendront les décisions, ils seront responsables aussi des décisions qu'ils prendront. On n'a pas non plus à assumer toute la responsabilité des décisions que prendront nos descendants. Voilà. Alors une troisième réponse aussi, qui est plutôt une réponse en termes de moyens, qui est de dire il ne s'agit pas tant de transmettre une alerte, attention, ne creusez pas, parce que ça, on sait que ça ne va pas marcher, au contraire, que de transmettre des informations, justement de nature à favoriser, à satisfaire la curiosité, et voire de flécher au besoin vers ces informations avant de flécher vers le site de stockage de déchets radioactifs. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites le pari de l'intelligence. Voilà. Oui, non, mais c'est... Parce qu'on voit dans tous les secteurs, cette logique-là qui est recherchée, effectivement, ce pari-là. Mais comment vous intégrez, entre guillemets, le bien-être des sociétés? Est-ce que vous vous posez aussi la question, ou pas, de l'utilité de l'oubli ou d'une information partielle, non centrale, en fonction de ces dynamiques qui peuvent être des dynamiques mortifères? C'est pas vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je sais simplement que pour d'autres domaines, l'obsession de la mémoire du mal absolue ou de la peur de la catastrophe totale est un facteur de neutralisation de l'action et je m'interroge sur la meilleure façon de travailler sur cette mémoire-là par la connaissance sans susciter la peur. Alors, faire le choix des informations qu'on ne transmettra pas, ça on le fait effectivement tous les jours, puisque on est amené à sélectionner les informations qu'on va transmettre, donc par opposition aussi à laisser
tomber, je dirais, des informations qui sont moins essentielles. C'est le travail, je dirais, classique d'archiviste, mais qui est avec la notion d'archive temporaire, archive historique, mais qui est magnifié par cette question des déchets radioactifs, qui est organisée un peu plus, puisqu'on a en fait à répondre à deux entités ou deux autorités qui sont d'une part le Code du patrimoine et d'autre part le Code de l'environnement. Non, je vous arrête 2 secondes. Ma question, c'est pas de savoir ce que vous développez comme logique en fonction des impératifs je dirais scientifiques que vous avez, mais c'est de savoir quelle est la gestion mémorielle de ce phénomène-là. Une gestion mémorielle, comment on gère de façon mémorielle ces impératifs-là, parce que les impératifs des archivistes, les archivistes peuvent faire des tris, ils font toujours des tris, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous faites des tris, et ça n'est pas lié à une injonction mémorielle ou à une sorte d'ambiance qui fait que. Bon, là, moi je parle de comment on prend en compte, depuis votre position, ces logiques à l'œuvre dans les sociétés, et en particulier les politiques mémorielles. Comment on fait avec? Comment on gère l'articulation entre mémoire et oubli dans une perspective qui ne soit pas une perspective mortifère? Et je ne suis pas sûr que ce soit vous qui ayez la réponse. Je pense que ce sera plus les politiques que vous. Mais... Parce que nous situons dans un cadre réglementaire, nous appliquons ce cadre réglementaire. On essaie d'aller plus loin que ce que nous impose le cadre réglementaire qui nous donne un horizon à 500 ans, on va dire. Mais oui, on ne va pas tellement de là. On réfléchit. Alors, je voulais aussi rebondir sur la notion de mal absolu, parce qu'il y a effectivement une représentation, justement, on est dans les représentations, là, une représentation des déchets radioactifs comme un mal absolu. Ça n'a pas du tout été le cas. Là aussi, il y a une forme de relativité des représentations, et cette représentation du danger de la radioactivité n'est pas continue depuis les débuts de la radioactivité. Au contraire, on sait très bien, à certains moments, on avait des savons au radium, des crèmes, des roses. On faisait, au contraire, on lui prêtait beaucoup de vertus. Mais Tchernobyl, et surtout Hiroshima et Nagasaki sont passés par là. Il y avait aussi la notion de temporalité. Là encore sur un point de focalisation, alors qui est très utile parce que ça nous pousse à travailler sur la mémoire, c'est cette notion de temps, donc des déchets qui seront radioactifs pendant très longtemps, donc dangereux pendant très longtemps. Dangereux pendant très longtemps, oui, mais c'est pas les seuls. Et il y a des déchets qui seront dangereux pendant encore plus longtemps que ça. Isabelle évoquait tout à l'heure le cas du plomb chez les Romains. Le plomb des Romains, il est encore plomb aujourd'hui, et il sera plomb encore pendant des milliers et des milliers d'années. Donc là aussi, il y a une forme de paradoxe, qui est que ces déchets radioactifs, qui eux ont un horizon de disparition, focalisent plus finalement l'attention que d'autres déchets ou d'autres substances qui sont dangereuses aussi. Donc là, le danger vient pas tellement de cette temporalité qui nous focalise, qui nous pousse, mais qui est un moteur forcément pour la réflexion, mais plus de leur invisibilité. Je pense que l'invisibilité du danger qui est... Oui, et aussi de l'idée que pendant longtemps, on a camouflé, c'est-à-dire on a voulu cacher. Franchement, dès le départ, et mon expérience en tant qu'artiste dans le domaine, j'ai rencontré maintes fois, c'est-à-dire, et la première fois, ce qui m'a déterminée à travailler et au départ à continuer à travailler là-dessus, c'était sur le site d'El Cabril en Espagne en 98, 99,
98, 99. Désolée, c'est la Belgique qui parle. Je comprends. Oui, voilà, c'est mon compagnon qui comprend. Voilà, où j'étais là. J'ai compris aussi. Où j'étais là, c'était le deuxième site où j'avais pu entrer. Et quand je pose la question à un ingénieur, parce que c'était ce site, cette construction en béton était, mais d'une grandeur, d'une beauté dans le paysage, entre l'Andalousie et l'Extrémadour, c'était soufflant. Et je pose la question, et alors, comment allez-vous faire? Vous allez garder cette structure pour qu'on sache, pour qu'on voit, c'est magnifique, c'est... Je me dis, mais pas du tout. Vous voyez le monticule qui est là un peu plus loin, la petite colline? En fait, nous avons rasé une colline, nous avons gardé la terre, nous allons travailler les petits bunkers, enfin les ouvrages, pardon. Et dès que tout est rempli, on reconstitue la colline, et puis après, les chasseurs pourront venir continuer à tuer le sanglier ici. Moi, j'étais, mais là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer l'idée de travail de mémoire, de travail, parce que j'avais l'impression que partout dans les pays, l'idée c'était surtout on cache, on ne montre pas. Je ne vois pas pourquoi cet objet de l'imparfait, d'un coup, ce déchet, puisque cette notion de déchet, d'un coup, on ne pouvait pas y travailler. Elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre confort, etc. Je ne vois pas pourquoi on doit cacher cette partie-là. Et justement, de travailler sur... Je ne dis pas qu'il faut marquer quand on parle de marquage, etc. Travailler l'idée qu'il faut absolument, être présent, accompagner cet imparfait, ce déchet, et donner l'idée. Et moi je pense que, évidemment, je suis artiste, donc pour moi l'art peut le faire, à quelque part, pas seul, bien sûr, on ne peut rien seul. Et c'est pour ça qu'on est ensemble d'ailleurs ici. On peut travailler, que ce soit le chant, le rituel, qu'il existe des artistes gardiens. On voit très bien d'ailleurs dans le monde comment ça bouge, comment tout ça se meut. Et je pense que tous ces déchets, on en parlait tout à l'heure, non pas nécessairement le déchet radioactif, mais tous les déchets, notre société de déchets, de transformation, qui va encore nous suivre, qui va encore suivre quelques générations, qui va poursuivre les suivants, qu'on prenne maintenant des appels, et c'est pour ça que je suis très intéressée de travailler sur la mémoire de ça, non pas parce que je pense qu'il faut vraiment mémoriser ça, à mon avis ce sera tellement fort, il faudra peut-être pas y travailler pendant des siècles, qu'il y aura des outils pour ça, et comme ce sera mondial, il y aura une connaissance de ce que c'est mondialement, et par des relais internationaux, je ne sais pas, il y aura des choses encore plus merveilleuses que maintenant. Dans les satellites, il y aura encore d'autres choses bien plus efficaces. Et on aura une connaissance de ces lieux-là partout, on pourra les identifier, il y aura ces points chauds là, les lieux où on n'habitera pas, etc. Tout sera identifié. Donc ça fera partie des vies des successeurs. Mais maintenant, je pense qu'on doit y travailler parce qu'il n'y a pas la connaissance. Il n'y a pas assez la connaissance. Et en travaillant sur une mise en place de la mémoire, on explore, on étudie. Et si, par exemple, il y a eu les travaux, c'est parce que d'un coup, en visitant les sites de déchets radioactifs au Brésil, au Mexique, enfin, un peu partout, je suis allée voir au Yucatan les plataformas, les kofun du Japon, où il y avait les capsules d'ailleurs, ça vient de là, les capsules chez les Japonais. Et Uppsala qui m'a fait tellement penser aux collines du Cotentin. Quand j'ai vu Uppsala, je me suis dit, mais enfin, ces tombes des guerriers, ce sont les mêmes. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur tous ces lieux historiques qui nous permettent de comprendre qui nous sommes. Alors maintenant, en étudiant la question des sites de déchets, en travaillant ce projet mémoriel, je pense qu'on permettra de comprendre et de vivre avec. Parce que c'est ça qu'on va faire, hein. C'est dans le monde, vivre, dans tous les pays nucléarisés, vivre avec ça. Moi, c'est la chose la plus importante, et qu'il y ait
pour mettre en place un ensemble de messages, de propositions, parce que nous sommes toujours des humains, il sera toujours des humains qui marcheront sur la terre, qui seront là. Il y avait Lucie, puis il y avait... Oui, la question que je me posais par rapport à cette définition donc, de la mémoire comme représentation sélective du passé et l'idée que ça ne fonctionne que si ça peut contribuer à la construction identitaire d'un groupe, quel groupe va prendre en charge, ou quel groupe est censé prendre en charge cette mémoire du nucléaire? Quel groupe va pouvoir considérer que cette mémoire peut participer à sa construction identitaire? Est-ce qu'on parle ici d'experts? Est-ce qu'on parle à quelle échelle on parle? Pas seulement à quelle échelle de temps, mais à quelle échelle de population et aussi de transmission du savoir, c'est-à-dire quelles personnes vont être assez informées pour pouvoir transmettre ces connaisses. Et là, on parlait tout à l'heure de double injonction, je pense qu'il y a aussi, par rapport à cette question de transmission d'informations, un problème, il me semble, des gestionnaires, c'est que les gestionnaires doivent à la fois gérer le risque et en même temps rassurer les populations. Et donc, dès aujourd'hui, la sélection par rapport à l'existant doit exister, parce que je suppose bien qu'on ne peut pas diffuser la totalité d'une information qui serait extrêmement angoissante, qu'il y a des filtres nécessaires pour rendre certaines choses acceptables. Donc voilà, c'est toute une série de questions que je me pose. Oui, mais là, il y a des questions qui sont, pour moi peut-être, quel groupe va prendre en charge la mémoire pour sa construction identitaire? Je dirais, nous, on n'a pas vraiment réfléchi dans ce sens-là. Et est-ce qu'il faut absolument qu'un groupe prenne en charge pour sa construction identitaire? Dans les projections qu'on fait, par exemple, sur les installations de surface, où c'est déjà, pour des sites pollués, par exemple, qui ont été réhabilités, ou qui ont été décontaminés, mais où il reste un petit peu de contamination, il y a une mémoire à transmettre. Et la mémoire, elle s'appuie notamment sur ces servitudes d'utilité publique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on inscrit au cadastre le fait qu'à cet endroit-là, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas construire une maison, faire une crèche, ou voilà. On limite les usages. Bon, est-ce qu'on peut dire pour autant que ça participe de la construction identitaire d'un groupe? Je ne sais pas, ou alors ce serait au niveau peut-être de la commune ou du village qui héberge et encore. Voilà. Et si on pense au public concerné, c'est un nous très très élargi. Concerné par... Oui, c'est toute la société. Voilà, c'est toute la société, donc c'est voilà, justement, qui nous concerne. C'est toute la société. Et là, je rebondis sur ce que disait Cécile là, tout à l'heure, le fait de mettre en réseau finalement un petit peu tout ça, cette notion de mise en réseau est assez importante. Et j'évoquais tout à l'heure les trois volets là, du programme Mémoire pour les générations futures. Il y en a en réalité un quatrième, mais qui est transversal, qui est le volet international. Et c'est dans le cadre de ce volet international que nous avons participé au projet RKM de l'OCDE. Donc le rapport final va bientôt sortir. Il y a plusieurs rapports en fait qui sont émis dans le cadre de ce projet. Et un rapport qui vient de sortir hier, il y a vraiment, c'est très récent, c'est sur le concept, un concept qui a été développé dans le cadre de ce projet, concept de document d'information clé, pour le dire en français, Key Information File, pour le dire en anglais, ou encore mieux, KIF. On n'a pas fait exprès, mais le terme nous plaît bien à nous français. Ce document, le KIF, c'est un petit document d'une quarantaine de pages qui synthétise les informations essentielles à connaître sur le stockage, donc la localisation, les déchets, comment sont construits les ouvrages et pourquoi c'est sûr. Pourquoi c'est sûr, ce qu'on a fait pour que ce soit sûr,
et les dangers éventuels si on venait à pénétrer, à intervenir, à interagir avec ce site. Et puis il y a un chapitre, le dernier chapitre, qui est un chapitre de mise en réseau. C'est-à-dire qu'il y a une petite une description extrêmement succincte d'un certain nombre d'autres sites de stockage des déchets radioactifs similaires dans le monde. Et donc l'idée c'est de construire de cette manière-là un réseau, c'est-à-dire que chacun des sites ayant son kiff renvoie vers d'autres sites. Et de cette manière-là, si on perd une information à un endroit, c'est le réseau en fait qui assure la transmission. Mais comment fait-on par exemple avec les États-Unis par exemple, où c'est ici, l'Andra, ou c'est comme en Belgique, enfin c'est une agence qui gère et qui répond aux demandes du gouvernement. En Belgique aussi, je veux dire, c'est l'ONDRAF NIRAS qui répond à la demande du fédéral qui dit ok, maintenant vous mettez tout en place pour que les déchets qui arriveront de là, ben voilà, seront stockés, ils font des études, la même chose, vous connaissez bien tout ça. Et donc comment fait-on quand par exemple on veut communiquer avec, je sais pas, les Américains, avec le NU par exemple, qui n'a pas, c'est pas la même chose, la même structure, c'est directement le gouvernement qui, alors, comment on qui impose, par exemple, si on fait en réseau, par exemple, oui. si on imagine, c'est très différent d'un pays à un autre. Hein. En Russie, par exemple... Oui, tout à fait. Chaque pays a ses institutions, oui, son système. Mais là, l'idée, c'est une mise en réseau de petits documents qui se renvoient les uns aux autres. Et donc, dans un futur lointain, une personne qui trouve une information liée à un stockage de déchets, en réalité, elle va en même temps avoir une accroche vers d'autres sites de stockage de déchets. D'accord, ok. Ouais. C'est ça l'idée. En fait. Et on peut aussi imaginer donc, que ce kiff, comme il est relativement succinct en volume, fasse partie d'une capsule temporelle, comme on les évoquait tout à l'heure. C'est fou parce qu'on parle de capsules aussi là. Dans l'art, depuis 10 ans, les artistes travaillent des capsules, des capsules, c'est vraiment dans la mode. Il y a un truc qui est arrivé là. Mais je trouve ça amusant qu'on parle de documents, de capsules pour parler de documents. Mais bon, voilà, on ne pourra pas ouvrir. Je vous intervenir depuis un petit moment. En fait, c'était juste pour rebondir à la question qui a été posée. Comment transmettre, en gros, sans susciter la peur? La question que vous posez, juste un tout petit bout, un minuscule bout de réponse. Je suppose qu'on peut parler d'ultrasynthèse. Hein. Oui, on peut. D'accord. Et on voit bien, c'est un document qui est censé informer. Hein, voilà. Et quand on a travaillé ce document avec mon collègue, on voit bien comment on peut susciter, sinon la peur, mais du moins le doute. Bon, c'est un document qui doit informer, et dans la manière dont les choses étaient formulées, alors c'est anecdotique et un détail, hein, mais on parlait de la court terme, à moyen terme, donc il y a des dates, jusqu'à telle date on fait ceci, à partir de telle date ceci, et puis voilà. Et quand on lit attentivement, en fait il y avait des trous. Voilà. Et c'est un détail, mais on voit bien que pour susciter le doute, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe là pendant ces 15 ans je ne sais plus le détail parce que je ne l'ai plus en tête, il y avait ça. Donc voilà, ce sont des détails, mais dans la manière dont on le transmet, on voit bien comment on peut susciter, sinon la peur, en tout cas le doute. Et il y avait toute la partie sur, il ne faut pas creuser, il ne faut pas construire de maison, mais on voit bien qu'entre dire il ne faut pas boire l'eau et dire l'eau n'est pas potable, on est dans deux régimes évidemment très différents. L'un, c'est un constat, l'eau n'est pas potable, parce qu'il y avait d'autres exemples, mais dire il ne faut pas boire l'eau, immédiatement, évidemment, ça suscite le doute. Donc c'est un minuscule. Et l'homme a l'esprit de contradiction. Donc ils ne font pas toujours le pari de l'intelligence, sans doute. Donc c'est juste un détail. Oui. Sébastien, oui. Mais j'avais une question. Peut-être pour les mémoires du futur en général et plus spécifiquement sur la question des déchets nucléaires, c'est quand on parle du pari de l'intelligence par exemple, ou semer qu'on pourrait semer le doute par exemple aussi, ça veut dire qu'on réfléchit toujours ces mémoires du futur sur un paradigme humain. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a encore des humains qui seront là.
Bon, mais la question, je ne veux pas semer un froid, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on intègre une logique de mémoire post-humain? Je ne sais pas. Et alors, parce que derrière ça, c'est pas juste une question purement spéculative. C'est-à-dire que ça pose aussi la question de l'environnement au sens plus large. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vision humano-centrée du processus, ou est-ce qu'on est dans quelque chose, des dispositifs qui permettent aussi, dans une certaine mesure, de protéger la faune, la flore, d'avoir un rapport à l'environnement où l'humain ne serait plus présent. Mais oui, Alors, les robots. je vais rebondir aussi parce que ça va pas dans le même sens, mais c'est presque un peu parallèle. C'est-à-dire que on conçoit, on parle de peur par exemple, mais qui serait déclenchée par la connaissance. Mais bon, qui dit savoir dit aussi volonté de pouvoir, enjeu de pouvoir. Et pour revenir à le prendre autrement, la question des conflits, la mémoire peut être aussi... il ne faut pas simplement concevoir la mémoire comme dans une perspective positive. Elle peut très bien aussi générer on peut dire des volontés de destruction. Ou alors générer des effets contraires. Un exemple qui est actuel, c'est qu'il faut voir tout ce qui est entrepris pour la prise de conscience de la terreur nazie et perpétrée par les nazis et les collaborateurs n'empêche absolument pas, que ce soit en France ou et même à travers la pédagogie, n'empêche absolument pas l'antisémitisme d'être on peut dire d'augmenter dans ses manifestations. Bon, on ne sait pas s'il a diminué avant ou non, mais en tout cas d'augmenter dans ses manifestations et sa visibilité, et n'empêche absolument pas dans les pays de l'Est, par exemple, où les questions mémorielles avaient même été utilisées comme indicateur démocratique, le fait qu'il y ait des renouveaux, alors des renouveaux au niveau de leur visibilité, mais ils n'étaient pas forcément éteints ou en sommeil avant, et on ne parle même pas de populisme, de mouvements d'extrême droite, et finalement de revendications qui ne prennent pas acte des crimes. Donc ça veut dire que la mémoire, le travail de mémoire, n'agit pas sur certains pans du réel. Et que la mémoire n'est pas forcément un remède pour, non pas, on peut dire, éluder ou contenir la peur, mais elle est dans un tout autre registre pour apaiser les haines ou les volontés de haine ou la violence même. Et ça, voilà, donc il faut prendre aussi en compte ces facteurs qui sont, on peut dire, des paramètres qui viennent converger avec la mémoire, qui viennent d'autres types de mémoire, mais qui ne sont pas forcément pacifiques et qui ne vont pas dans le sens du bien ou du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'un progrès tel que on peut penser le progrès depuis le 19e siècle. C'est bien qu'on puisse penser et débattre là-dessus. D'ailleurs, moi je trouve ça formidable quand même, que ce soit au niveau de l'ONDRAF, enfin dans les pays européens déjà, de pouvoir en débattre. Parce qu'il y a des pays où on n'en débat pas du tout. Et on n'en débattra pas. Vous voyez ce qui se passe dans certains pays. Alors vraiment, sont-on sur l'occasion de faire des choses et de nous mouvoir parce qu'on peut. On peut. Nous pouvons. Et voilà, je crois que si on peut en discuter, il faut s'en féliciter que les agences... je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou non, mais en tout cas, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que la peur, il y a aussi... Laetitia, vous vouliez... Par rapport à ce que vous disiez, Sébastien, alors c'est un élément de réponse, c'est pas... Mais au niveau de la réflexion internationale, à un moment donné, je ne sais pas si c'était encore le cas sur la fin du programme RKM, la réflexion internationale avait développé une stratégie de double voie, avec un scénario, avec des scénarios justement, plusieurs scénarios continuistes, dans lesquels on arrive à transmettre, il y a de la continuité, on produit de la durée, et on peut transmettre des informations. Et des scénarios de rupture brutale d'intelligibilité pour différentes raisons d'ailleurs, mais ces scénarios existaient et donc après
des stratégies différentes, avec, pour le scénario de rupture d'intelligibilité, une communication plutôt ciblée sur le site, où là on ne cherche plus forcément à transmettre des informations, mais très basiquement un signal d'alerte. Et donc là on se replie vraiment sur la communication et la signalétique sur site, mais la stratégie, tous les scénarios de réussite de la transmission ne restent pas focalisés sur le site, mais effectivement prennent en compte un système. C'est important, ces notions-là aussi. Et donc ces scénarios existent, effectivement. Oui, cette notion du boulevard, elle existe encore, mais elle a été généralisée. Donc c'est le système. C'est un système. L'idée, c'est de mettre à disposition toute une palette d'outils qui se renvoient les uns les autres, qui se confortent les uns les autres pour pouvoir aller le plus loin possible dans le temps. Je voulais répondre à la question de la vision humano-centrée et de la protection de l'environnement. Il y a dans les études de sûreté, en fait, il s'agit de protéger l'homme et l'environnement. Et de plus en plus, on réfléchit à ce qu'on appelle les non-human biota. Donc, voilà. C'est pas forcément le plus le plus exigeant. Parce que autant pour un homme, ce qu'on cherche à éviter, c'est un cancer qui peut se développer après des dizaines d'années d'exposition. Pour une autre espèce animale ou végétale, ce qu'il s'agit d'assurer, c'est tout simplement le maintien de la biodiversité. Et donc, en pratique, c'est plutôt moins exigeant. Merci pour la réponse. Je pense que c'est important aussi que sur la table. Vous voulez un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin. Je voulais reprendre encore une question par rapport ou plutôt poser une question, parce que est-ce qu'on n'est pas, puisqu'on est maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé, mais on est sûr qu'on y est dans l'Anthropocène. Il y a débat sur les origines. Est-ce que donc ce qui veut dire que là, notre environnement, l'environnement que nous léguons à nos enfants, il est marqué, il va être marqué durablement, on va laisser des traces. Donc les déchets radioactifs sont des traces, mais parmi énormément d'autres. Et comment finalement, est-ce que ça ne change pas le regard que les générations futures auront par rapport à l'environnement dans lequel ils se trouveront? Dire, ils ne pourront plus raisonner comme nous avons pu, ou nos ancêtres ont pu raisonner dans une nature apparemment non façonnée par l'homme, vierge. Là, où qu'ils soient, ils seront dans une nature modifiée par l'homme, et ils en auront conscience. Donc est-ce que ça ne va pas développer de nouveaux réflexes, une nouvelle approche finalement de la mémoire? Voilà. Je livre la question. On va laisser la question ouverte. Ça peut être une belle façon de ne pas clore notre réunion. On dit oui.